Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Guy de Maupassant, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Jules Verne, Théophile Gautier, tous ces auteurs du XIXe siècle développèrent un engouement pour le genre fantastique et les ténèbres, un peu comme contrepoint au XVIIIe siècle qui était le siècle des Lumières. Tous se prirent d'une fascination pour les événements surnaturels et l'angoisse que suscite l'inconnu et l'au-delà, dans la continuité du mouvement romantique. Le Chatburn Book d'aujourd'hui est consacré à l'auteur des Lettres de Montmoulin et du Petit Chose qui lui aussi se confronta au genre fantastique, Alphonse Daudet. Woodstown. L'emplacement était superbe pour bâtir une ville. Il n'y avait qu'à déblayer les bords du fleuve en abattant une partie de la forêt, de l'immense forêt vierge, enracinée là depuis la naissance du monde. Alors abritée tout autour par les collines boisées, la ville descendrait jusqu'au quai d'un port magnifique, établi dans l'embouchure de la rivière Rouge, à 4 miles seulement de la mer. Dès que le gouvernement de Washington eut accordé la concession, charpentiers et bûcherons se mirent à l'œuvre. Mais vous n'avez jamais vu une pareille forêt. Cramponnée au sol de toutes ces lianes, de toutes ces racines, quand on l'abattait par un bout, elle repoussait d'un autre, se rajeunissait de ses blessures, et chaque coup de hache faisait sortir des bourgeons verts. Les rues, les places de la ville, à peine tracées, étaient envahies par la végétation. Les murailles grandissaient moins vite que les arbres, et sitôt élevées, croulaient sous l'effort des racines toujours vivantes. Pour venir à bout de cette résistance où s'émoussait le fer des cognets et des haches, on fut obligé de recourir au feu. Jour et nuit, une fumée étouffante emplit l'épaisseur des fourrés, pendant que les grands arbres au-dessus flambaient comme des cierges. La forêt essaya de lutter encore, retardant l'incendie avec des flots de sève et la fraîcheur sans air de ses feuillages pressés. Enfin, l'hiver arriva. La neige s'abattit comme une seconde mort sur les grands terrains pleins de troncs noircis, de racines consumées. Désormais, on pouvait bâtir. Bientôt, une ville immense, tout en bois comme Chicago, s'étendit au bord de la rivière Rouge, avec ses larges rues alignées, numérotées, rayonnant autour des places, sa bourse, ses halles, ses églises, ses écoles, et tout un attirail maritime de hangars, de douanes, de docks, d'entrepôts, de chantiers de construction pour les navires. La ville de bois, Woodstown, comme on l'appela, fut vite peuplée par les essuyeurs de plâtre des villes neuves. Une activité fiévreuse circula dans tous les quartiers. Mais sur toutes les collines environnantes, dominant les rues pleines de foule et le port encombré de vaisseaux, une masse sombre et menaçante s'étalait en demi-cercle. C'était la forêt qui regardait. Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve et 3 miles d'arbres gigantesques. Tout Woodstown était fait avec sa vie à elle. Les hauts mâts qui se balançaient là-bas dans le port, ces toits innombrables abaissés l'un vers l'autre, jusqu'à la dernière cabane du faubourg le plus éloigné, elle avait tout fourni, même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services à la longueur de ses branches. Aussi, quelle rancune terrible gardait-elle contre cette ville de pillards. Tant que l'hiver dura, on ne s'aperçut de rien. Les gens de Woodstown entendaient parfois un craquement sourd dans leur toiture, dans leurs meubles. De temps en temps, une muraille se fondait. Un comptoir de magasin éclatait en deux bruyamment. Mais le bois neuf est sujet à ces accidents et personne n'y prêtait vraiment d'importance. Cependant, aux approches du printemps, le sol commença à s'agiter, soulevé par des forces invisibles et actives. Dans chaque maison, les meubles, les parois, se gonflèrent, et l'on vit sur les planchers de longues boursouflures, comme au passage d'une taupe. Ni porte, ni fenêtre, rien ne marchait plus.
C'est l'humidité des habitants. Avec la chaleur, cela passera. Tout à coup, au lendemain d'un grand orage venu de la mer, qui apportait l'été dans ses éclairs brûlants et sa pluie tiède, la vie, en se réveillant, eut un cri de stupeur. Les toits rouges des monuments publics, les clochers des églises, le plancher des maisons, et jusqu'au bois des lits, tout était saupoudré d'une teinte verte, mince comme une moisissure, légère comme une dentelle. De près, c'était une quantité de bourgeons microscopiques où l'enroulement des feuilles se voyait déjà. Cette bizarrerie des pluies amusa sans inquiéter, mais, avant le soir, des bouquets de verdure s'épanouissaient partout sur les meubles et sur les murailles. Les branches poussaient à vue d'œil, légèrement retenues dans la main. On les sentait grandir et se débattre comme des ailes.